Avoir grandi avec des parents sionistes, c'est une chose, mais être imprégné de sionisme politique, lorsque toute la famille est impliquée dans la grande histoire du sionisme israélien, eh bien, aujourd'hui, avec notre ami Michel Yefrokin, la petite histoire de l'Alia rejoint la grande histoire. C'est parti, restez avec nous, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Michel Yefrokin, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Mais de rien. Alors, vous êtes en Israël depuis 5 ans, mais en fait, ça a commencé il y a bien longtemps, votre histoire d'amour avec Israël. L'histoire d'amour avec Israël a été, premièrement, politique. Ouais. Ça, c'est Mon assez grand-père, rare. oui, c'est assez rare, ouais. et c'est une histoire politique, sociale et d'amour envers Israël qui a commencé en 1890 à peu près, si j'ai bonne mémoire. À cette époque, mon grand-père vivait en Russie et avec 2 penseurs juifs, écrivains comme lui, yiddish. Ils ont conceptualisé le sionisme politique. Ce sionisme politique allait devenir et être lui-même pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au moment où la France perd la guerre le 20 septembre ou 30 septembre 1940, mon grand-père décide de partir en Bolivie. Et à partir de ce moment-là, affrète des bateaux, sous pavillon panaméen et tant d'autres, afin d'aller secourir les Juifs en Europe. Et leur permettre d'arriver en Palestine. Dans le même temps, son fils, donc mon père, crée l'armée juive de combat. T'es jeune. 30 ans. Ok. À Toulouse, en 1942, aidé par l'American Joint Committee, qui est la plus grande organisation juive de secours aux Juifs d'Europe. Alors, l'armée juive de combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire des actions avec la résistance? Alors, c'est des actions avec, non pas la résistance, c'est un organisme de résistance juive. D'accord, mais donc leur action de résistance était entre eux ou ils se mêlaient parfois avec... Au début, ce n'était que, entre guillemets, entre eux. D'accord. Et le principal vecteur était de sauver les Juifs de la zone libre, même certains d'Italie, de les faire passer par les Pyrénées et d'arriver au Portugal. Et à ce moment-là, des bateaux de son père, Israël Yefrokin, venait les prendre. Son fils, d'aucuns peut-être le connaissent, s'appelait Dika. Et Dika, en Europe en tout cas, est quelqu'un de connu. Et c'est dans cette ambiance que moi j'arrive en 1956, et à la maison, on ne parle, comme je disais moi, que d'affaires juives. Et du juif là... C'est pas seulement parler. Non, c'était actif, bien entendu. Des stars qui débarquaient quand même, tous les ambassadeurs, je crois Golda Meir. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, pardon. Et mêlé dans cette ambiance, mêlé surtout dans toute l'histoire que j'entendais. Et j'ai une anecdote à vous raconter. Quand il y a eu la guerre des 6 jours, et qu'à la télévision, on a montré le visage de Moshe Dayan, j'ai dit à Dika, mais qui c'est ce monsieur? Et il s'est retourné vers moi très fâché, mais comment? Tu sais pas qui c'est? C'est vous dire à quel point on était... Vous viviez Israël. Voilà, on vivait Israël, et surtout, je vous dis, on vivait Israël d'une façon très sioniste, mais sioniste dans l'histoire. Politique, pour sauver le peuple juif. Ouais, pour sauver le peuple juif, pour permettre à Israël d'exister et de subvenir à un certain nombre de problèmes, et donc surtout des problèmes politiques,
entre la France et Israël, et ça a été l'une des responsabilités de mon père. Et donc moi, face à cette histoire, eh bien, j'ai décidé de partir en 1978 en Israël. Donc vous aviez quel âge à l'époque ? 23 ans. D'accord, donc très jeune. Quand vous parlez de ce sionisme politique vécu au quotidien à la maison, de ces personnalités incroyables comme Golda Meir qui venait, vous avez des souvenirs avec elle ? Non, parce que nous, on était trop petits et on avait le droit de les voir à travers la porte. Donc c'est tout. Alors certains ambassadeurs, plus tard, non, j'ai très 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 bonne mémoire d'eux. Il y avait un ambassadeur qui s'appelait Fischer, je me souviens très très bien de lui. Ouais. Donc votre papa aidait à ce que Israël prenne sa place politiquement sur la carte. Absolument, c'est exactement ça. Ouais, c'était, j'imagine, une tâche pas facile. Non, mais passionnante. Ouais. Je voyais peu mon père, parce que toutes les réunions avaient lieu le soir, après le travail. Le soir, voilà, donc avant minuit, 1h, tant qu'on était de petits garçons, on ne le voyait pas. Oui, je dis on était des petits garçons, parce que j'ai un frère jumeau. Et donc, voilà, comment c'est passé... On accepte quand même, quand on est enfant, tout ça, ce manque, on comprend que c'est pour une grande cause ? On ne comprend pas véritablement que c'est pour une grande cause, mais on sent que c'est quelque chose d'autre, que c'est différent. Et puis et mon père parlait beaucoup avec ma mère sur tous les rendez-vous qu'il avait eus. Donc on finit par avoir une photo, de sentir quelque chose qui en tout cas nous dépassait, mon frère et moi, ça c'est évident. Alors, à 23 ans, vous débarquez en Israël, vous ne débarquez pas n'importe où, vous débarquez au kibbutz Hanita. Oui, sauf à Olam. Smola. Sauf que c'est pas Yerouham. Non. C'est Hanita, c'est loin, mais une belle région. À côté de quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien, c'est sur la frontière libanaise, pas à la frontière, sur la frontière libanaise, à 10 km à vol d'oiseau de Rosh Hanikra et à 15 km de Naharia. Très belle région du Nord, avec des belles plages du Nord qui font rêver. Donc vous débarquez dans ce kibbutz, un kibbutz tout à fait socialiste, dans les règles de l'art. Vous avez choisi cet endroit par hasard ou c'est en Israël qu'on vous a dit « tu vas aller là » ? C'est évidemment pas par hasard, compte tenu de l'histoire que je viens de vous narrer. Juste après la guerre, toujours dans le cadre de relations entre Israël et la France, mon père rencontre David Katarivas. Et David Katarivas, pas tout de suite, mais en tout cas en 78, habitait à Hanita. Il avait fait son alia et habitait à Hanita. Et c'est mon père qui m'a dit « Tu ne peux pas ne pas aller à Hanita. Il y a David qui est là-bas. » Et je le connaissais, David, pour l'avoir vu quand j'étais tout petit, quand j'avais 4-5 ans. Votre père, Oui, il aidait mon père et tout. Et puis je voudrais quand même dire un mot pour la génération qui se trouve en Israël actuellement. C'est que Hanita a été le premier kibbutz dont l'ouverture, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, a eu lieu en 1938, a été le premier kibbutz, et c'est pourquoi il est très important ce kibbutz, il y a un musée. Selon ce qu'avait décidé l'agent juive et Ben Gurion, de créer des kibbutz le long de la future frontière de l'État d'Israël. Et si vous regardez où se trouvent les kibbutz aujourd'hui, que ce soit du côté du Jourdain ou de la Méditerranée, vous vous rendrez compte que ça a été une volonté politique de l'agent juive et de Ben Gurion à cette époque. Et Hanita est le premier. Et ça a été une très grande fête en Israël. Et ce qui est incroyable, c'est quand il y a eu le partage en 1947 de la Palestine entre deux États, eh bien, la région où se trouvait Hanita faisait partie de la région arabe et pas juive. Voilà, bon, mais le plan de partage n'a pas été accepté. Donc aujourd'hui, Hanita fait toujours partie. Maintenant, on est très heureux de faire partie d'Israël. De la partie juive d'Israël, évidemment. Enfin, d'Israël, tout simplement. Alors,
vous êtes resté au kibbutz pendant un petit moment. Oui, 1 an où j'étais à la fois involontaire et à la fois j'ai eu la chance de faire un ulpan. Ok, mais malheureusement, voilà. La situation familiale s'est dégradée puisque vos parents sont tombés malades et vous avez été contraint de revenir. C'était dur de retourner en France? C'était difficile ou... C'était difficile, oui, c'était difficile moralement parce que je m'étais tellement préparé à rester là-bas. Et puis les conditions d'Alia à l'époque n'ont plus rien à voir avec aujourd'hui. Ah bah à l'époque, il fallait se débrouiller. Oui. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais on avait des aides. On avait quand même des aides, mais qui étaient totalement différentes de celles d'aujourd'hui. Et peut-être le pays était beaucoup plus ouvert. Bah, le pays, oui, était en construction. En construction jeune, totale. Les portes restaient ouvertes. Oui, c'est ça, voilà, exactement. On s'arrêtait sur la route, on mangeait, il n'y avait pas d'attentat. On n'avait pas connu excusez-moi, j'ai une petite frayeur, tout va bien. Pas d'attentat, pas de tout ça. Et puis surtout, on prenait tout le monde en autostop, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui hésitent. À l'époque, c'était où les bus Egged avec un prix pour faire tout le tour avec une carte. Oui, c'est une autre époque complètement. Le pays s'est métamorphosé, c'est sûr. Alors vous êtes rentré, vous avez fait votre vie en France parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mais vous n'avez jamais oublié Israël et vous êtes revenu il y a 5 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes revenu au même endroit. Oui. Il faut dire quand même que je suis venu pendant de nombreuses années. Oui, en été, j'imagine. Pas seulement, mais bon, j'ai jamais coupé le lien avec Israël, bien sûr. Vous êtes venu avec votre femme, vos enfants, bref, c'était une relation d'amour proche. Alors, pourquoi être revenu à Hanita? Je ne pouvais pas concevoir un autre endroit. C'est fou. Parce qu'il y avait ce lien avec David, et le lien entre mon père et David, c'était, disons, le résumé de toute l'histoire depuis 1880. Ouais, et il fallait bien la clôturer à un moment donné. Donc vous êtes le point final de cette histoire ? Je pense que je suis le point final de cette histoire. Maintenant, si mes enfants décident de faire leur alia, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est le judaïsme que je leur ai transmis qui fera qu'ils viennent, mais ce sera absolument pas ce sionisme que j'ai connu. Je me demande même s'il existe encore. Ok, c'est un peu différent. Le kibbutz aussi a beaucoup changé, puisqu'il n'est plus socialiste. Aujourd'hui, il est privatisé. Enfin, les gens arrivent là-bas, achètent leur maison. Il n'y a plus de salle à manger commune. Non. Tout est très différent. Plus que différent. Voilà. Alors, il y a encore quand même les usines qui fonctionnent ou même plus ? Si, les usines fonctionnent, mais elles sont dirigées d'une façon purement capitalistique. Ça vous dérange ? Oui. C'est moche ? Non, c'est pas moche, mais je vous cache pas que toute ma vie j'ai été socialiste et que je continue à l'être. Alors voir que le kibbutz est devenu ça, moi ça me fend un peu le cœur. Je dis pas qu'il aurait dû rester tel qu'il était. Les choses peuvent évoluer. Mais là c'est trop. Là c'est trop. D'une extrême à l'autre. Voilà. Bon, écoutez, c'est ainsi, on va dire. J'imagine que vous êtes quand même heureux d'être là-bas. Plus qu'heureux. Voilà. Alors, vous profitez un peu du nord du pays ? Et comment ? D'abord, je connais très bien le Nord. Oui, j'imagine. C'est pour ça que je vous pose la question. Parce que j'y vais vraiment avec des amis, etc. Et en ce moment, j'ai l'intention d'établir des routes de vin. Ah, voilà. Très bien, pour permettre... principalement aux non-juifs d'ailleurs, de leur faire connaître le vin, parce qu'ils s'imaginent qu'en Israël, on ne peut pas faire du vin parce qu'il fait trop chaud. Voilà. Ouais, donc bon, ils ne connaissent pas très bien Israël, on va dire. Voilà. Alors, à part ça, vous avez beaucoup d'activités, hein, même si vous ne travaillez plus vraiment, vous avez été agent de voyage pendant longtemps, vous avez créé des pages Facebook, vous ne chômez pas toujours en lien avec Israël. Non. Ou la mémoire. Exactement. Voilà. J'ai créé 2 pages Facebook, une qui ne donne des informations que sur Israël, mais Israël interne,
Ça veut dire à partir de journaux. Non, à partir du fait que je parle de social, d'économique, d'accord. de tout ce qui touche Israël, pour qu'on se rende compte que c'est dur de vivre en Israël et qu'on a les mêmes ou d'autres problèmes que les autres pays. Et qu'on peut arranger tout ça. Bien sûr. Non, je ne suis pas négatif du tout. Bien sûr. Pas du tout. Mais il y a beaucoup de personnes francophones en Israël qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe vraiment. Si on n'a pas la langue, on ne peut pas pénétrer au cœur de la société israélienne. C'est ce que vous les aidez à faire avec votre page Israël Info 365. Vous avez une autre page aussi qui parle non pas de la Shoah, mais de ce qui s'est passé, on va dire, après, comment la mémoire se transmet, comment les jeunes générations oui, c'est exactement ça. J'ai comme vision de transmettre aux jeunes générations et aussi c'est ce sur quoi je me penche énormément, c'est qu'au bout de 50 ans, vous avez les archives qui sont ouvertes. Eh bien, j'essaye de publier au maximum, et je recherche, c'est très long, toutes ces archives qui sont sorties et de pouvoir les publier. Ok. Vous le faites à partir d'Israël, oui, Internet. Oui, je suis là-haut, dans mon kibbutz, bien sûr, je fais tout ça d'ici. Tout ça d'ici. Bon, apparemment, vous profitez bien, du temps qui passe. Bienvenue alors chez vous. Merci. Bon retour à Hanita. Merci bien. On était content d'avoir échangé avec vous, d'avoir un peu dévoilé, encore un pan d'histoire. Décidément, les Juifs de France ont fait énormément. C'est incroyable encore. On l'oublie, mais. Oui. Mais c'est important de le signaler et de le rappeler, tout simplement. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.